Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous auriez pu devenir peintre. Vous avez finalement choisi de croquer à travers votre univers une vie qui au départ ne vous a pas fait de cadeau. Vous respirez encore plus le bonheur que l'iode évoquait sur la couverture de votre nouveau livre. Bonjour Annie Dupéret. Bonjour Jacques. Oui, ce livre c'est Respire, c'est de l'iode et autres évocations libres aux éditions du Seuil. Un livre de plus et qui va servir de fil conducteur à ces clés d'une vie, oui, puisque j'ai repéré la matière à des dates clés selon le principe de l'émission. Alors, je vais trouver la première. La première, c'est le 10 décembre 65. C'est la première d'un spectacle. Écoutez cette voix. J'ai eu l'occasion de voir Madame Sarah Bernard, mon nez sur lit. J'étais toute petite. Je l'ai vue dans Elvire les Popesco. bien entendu. Oh, bah oui. La oui, Mama, oui. ce soir-là à Marigny, Oui. qui est un événement pour vous. Ah oui, c'est arrivé d'une manière extraordinaire d'ailleurs, pas normale du tout. J'étais au conservatoire, donc en première année carrément. Et j'avais déjà joué une petite pièce pendant 2 mois. Tout de suite, dès que je suis arrivé au conservatoire, le ciel me signifiait que j'avais bien fait de choisir ce métier, parce que tout de suite, hop là, j'ai été employé par un de mes professeurs d'ailleurs. Et puis après, il y a une camarade qui est engagée pour jouer avec Elvire Popesco et qui était tellement contente qu'elle me dit « Écoute, je vais au Marigny donner la réplique aux garçons qui vont faire mon mari pour voir celui qui va bien avec moi. Oh allez, je te paye le taxi, on va au cinéma après. » Et j'étais là en coulisses, en train d'écouter la voix dans la salle d'Elvire Popesco. Les auditions étaient finies et tout. Et j'entendais la voix avec l'accent comme ça, qui discutait dans la salle et tout. Et j'avais tellement envie de la voir, j'ai écarté le rideau pour essayer de la voir. J'ai rien vu du tout, qu'un trou noir. Et quand j'ai rentré la tête, j'ai entendu « Hep, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là ?» Et j'ai dit, bah voilà, je suis venu avec mon ami du conservatoire. « Ah, vous êtes au conservatoire ?» Oui, je suis venu l'accompagner. Prenez le texte, s'il vous plaît. Ça a duré 5 minutes et j'étais engagé à la place de ma copine. Quelle horreur. Horrible. Mais horrible. On s'est retrouvés à sangloter toutes les deux dans le hall. Et c'était terrible, quoi, parce que c'était un espèce de sort qui nous était tombé dessus comme ça, inouï. Et voilà. Il faut savoir que la pièce date de 57, qu'elle a triomphé à plusieurs reprises, que Popesco l'a reprise plusieurs fois. Popesco, en fait, c'est une femme qui a commencé à Bucarest au cinéma muet, qui est venue en France avec un impresario et qui est restée en France. Oui. Et qui a été une grande... Je dis, c'était une sorte de Rému femelle. Oui. Parce qu'il y a des acteurs comme ça qui ont un poids de vérité en scène, qui fait on les écoute malgré soi, ils n'ont pas l'air de jouer. Et Popesco avait ce don-là, ce don d'être d'une authenticité comme ça, on croyait que le texte était d'elle, quoi. Oui. C'était formidable. Mais en même temps, avec une année auprès d'elle, vous avez beaucoup plus appris au conservatoire, Annie Dupéret. Oui. Elle était très, très maline. Elle faisait un truc que tous les vieux acteurs font, c'est-à-dire remonter vers le fond pour mettre les autres de dos. Oui. Et il y avait une scène notamment où elle m'agenouillait parce qu'elle avait des cannes, elle avait très mal aux hanches, elle avait une poigne incroyable. Alors je devais m'agenouiller à côté de son fauteuil pour l'écouter. Alors elle m'agenouillait avec une poigne terrible et crac, elle reculait le fauteuil de 50 cm. Alors je me laissais pas faire, je marchais gentiment sur les genoux pour revenir à la même hauteur. Et ça l'agaçait beaucoup. Et un jour, elle a trouvé le moyen, sur les rires des gens, de me dire, entre 2 répliques, « Petite, on va terminer dans le fond du décor. » C'est extraordinaire. Entre 2 répliques. Oui. Mais puis un jour où je recommençais, ça l'agaçait tellement qu'elle entracte, elle m'a dit « Tu as pas besoin de faire ça, de remonter comme ça. » Comme si elle le faisait pas. « Tu as pas besoin, regarde, tu commences ta phrase à gauche, tu parles, tu termines sur moi à droite, tout le monde t'a vu. » C'est extraordinaire. Extraordinaire. L'auto-panoramique pour les grands théâtres larges comme ça, c'est elle qui m'a appris ça. Mais elle décidait de tout. Son chauffeur en voiture, elle lui disait « Prends ce chemin ». En fait, un jour, il revient au bureau avec les clés en disant « Je l'ai laissé sur les Champs-Élysées dans la voiture tellement j'en peux plus ». Alors, il y a une histoire de Brialy aussi, c'est avec Brialy, où elle était en tournée, qui raconte qu'à une frontière quelconque, elle montre son passeport, où il y avait une photo d'elle dans les années 30,
toute blonde, délicieuse. Et alors le type, le douanier, il regarde et il est pas sûr de reconnaître la dame. Et elle a dit à Brialy, tu vois chérie, les tournées, ça fatigue. Et puis elle jouait au tiercé, Elvire Popesco. Oui. Oui, tous les dimanches, il y avait, elle avait un coup de fil très émouvant d'ailleurs, où elle pleurait vraiment à son fils aîné, elle avait un coup de fil, et tous les dimanches, nous avions un acteur qui était chargé d'aller dans la loge de la concierge, écouter le résultat du tiercé, et tous les dimanches, elle disait ce qui n'était pas prévu dans la pièce. Je vais appeler mon fils, elle était en larmes, et qu'est-ce que c'est le numéro déjà? Et tous les dimanches, il lui donnait le numéro du tiercé, au lieu du numéro de téléphone, et on avait droit à... Oh, j'ai perdu. C'est extraordinaire. Mais vous savez Sheila m'a raconté un jour, elle enregistre une chanson avec un orchestre en direct, et l'ingénieur du son, il y a quelque chose qui va pas. Et ils écoutent la bande. En fait, l'un des musiciens écoutait sur un transistor le résultat du tiercé pendant l'enregistrement. C'est une autre époque. Voilà. Alors, le théâtre, finalement, ça a été votre vie. Ça a débuté à Rouen grâce à un monsieur extraordinaire qui s'appelait Jean Chevrin, Annie Dupéret. Oui, absolument. Et ça a débuté même avant avec un autre monsieur extraordinaire, dont j'ai appris le nom très tardivement, un orientateur professionnel. Ma tante qui m'élevait à la place de mes parents, effectivement, elle m'avait mis au cours du soir des Beaux-Arts depuis l'âge de 10 ans et demi, 11 ans. Et puis à 14 ans et demi, quand il a fallu vraiment me sortir de l'école parce que ça n'allait pas, on pouvait le faire à l'époque. On pouvait prendre des chemins de traverse et atteindre avec un vague niveau BEPC une école niveau université, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Et alors, je passe le concours d'entrée aux Beaux-Arts, j'en suis encore fier, 2e sur concours. Et quand même, ma tante était inquiète de me faire quitter l'école. Et on a été voir un orientateur professionnel d'État. Je sais son nom maintenant, monsieur René Galigot. On me l'a dit, quelqu'un m'a dit, vous cherchez le nom de l'orientateur professionnel, et qui a dit, bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a pas mieux qu'elle rentre aux Beaux-Arts si elle est rentrée aussi brillamment, mais attendez. Vous me dites qu'elle lit et qu'elle écrit tout le temps, et qu'elle était première en français, seule matière où elle était première à l'école. Il y a une chose qui m'embête, c'est qu'elle va s'occuper des formes, des couleurs, elle va perdre le contact avec les mots. Alors, pourquoi est-ce que vous ne l'inscrivez pas au Conservatoire d'art dramatique pour qu'elle continue à étudier des textes? En fait, c'était ça le truc de départ. Aucune envie d'être comédienne, j'aime pas penser du tout à la comédie. Je suis rentrée au Conservatoire d'art dramatique avec Jean Chevrin 2 fois par semaine pour continuer à étudier des textes. Et en fait, là, ce qui m'a cueilli complètement, c'est la découverte, moi qui étais assez solitaire, orpheline à l'école, avec des gamines qui avaient des problèmes de gamine, et solitaire aux Beaux-Arts aussi, parce qu'on travaille seul devant sa toile, j'ai découvert le miracle des copains, des partenaires. On se monte une scène ensemble, et on se donne la réplique. Et toi, tiens, tu pourras le faire comme ci, tu pourras le faire comme... Et ça, c'est ça qui m'a embarqué dans ce métier, en fait. C'est l'échange avec l'autre en scène, le travailler ensemble, ça c'est une chose que je ne connaissais pas et qui m'a embarqué dans ce métier. Et puis Annie Dupéret, ce qui est extraordinaire, vous arrivez au Conservatoire de Paris et 2 mois après votre admission, Jean Meyer, votre professeur, qui est un grand acteur, qui lui d'ailleurs a été recalé 2 fois à l'examen d'entrée quand il a débuté, avant de devenir professeur, avec Louis Jouvet et comme maître, eh bien, il vous a proposé un rôle dans une pièce qui s'appelait Les 3 mariages de Mélanie. Oui, c'est une pièce qui est pas restée dans les annales, non, que je le soupçonne fort d'avoir écrit, oui, sous un pseudonyme, puisqu'il en a sorti une autre peu de temps après, qui était à peu près de la même veine. C'était un petit boulevard absolument charmant, mais être engagé quand même deux mois après mon entrée à 17 ans pile, c'est quand même inouï, quoi. C'est pour ça que je disais, le sort me disait, t'as bien fait de faire ce métier, parce que tiens la preuve. Il vous a remarqué tout de suite. Oui. Et tout de suite. Alors il a fallu prendre un pseudonyme. Alors voilà, parce que à l'époque, je sais pas si ça a cours encore, on ne pouvait pas jouer professionnellement sous son nom d'élève du conservatoire. C'est inouï quand même. C'est très bizarre qu'on doit prendre un pseudonyme pour faire officiellement ce qu'on est en train d'apprendre. C'est très curieux. Enfin, fallait pas, si on avait une dérogation, et Jean Meyer étant professeur, il a eu aucun mal à obtenir une dérogation pour moi,
il fallait prendre un pseudonyme, ne pas jouer sous son nom d'élève du conservatoire. Je serais assez curieux de savoir si ça existe encore, ce truc-là, parce que c'est très bizarre. Et donc, quand on cherche un pseudonyme, on passe par tous les noms d'oiseaux, de fleurs, de tout ça, et puis finalement, j'ai choisi le nom d'un grand-père qui n'était pas mon grand-père, puisque c'était le 3e mari de ma grand-mère, qui était un homme charmant, et c'est le seul que j'ai connu très peu de temps. Parce qu'il est mort quelques mois après la mort de mes parents. Mais quand même, je l'ai connu, il jouait de la mandoline, du violon, il était assez musicien, il était coiffeur de son métier, mais il était prestidigitateur aussi, il nous faisait Donc j'ai trouvé que cet homme était formidable, et voilà, j'ai pris son nom comme pseudonyme. Et en même temps, vous avez perdu votre accent de Rouen. Oui, l'accent d'Arwan. Excusez-moi, d'Arwan. Hein. Ah bon, parce que je crois que vous le gardiez quand vous étiez en colère. Ah oui. Ah, ça c'est beaucoup plus tard. Joël Santoni adorait que je me mette en colère, parce que d'ailleurs souvent c'est moi qui les écrivais, les scènes de colère. Dans Les Familles Formidables, j'ai écrit toutes les scènes de colère. Je ne sais pas me mettre en colère dans la vie, donc ça me fait défouler beaucoup de les écrire. Et toutes les crises avec le coq, tout ça, c'est moi qui les ai écrites généralement. Et je sais, Joël adorait quand je disais j'en ai marre, mais marre. Et alors ça, c'est l'accent rouennais. Il pleurait derrière la caméra, je me rappelle, quand je disais j'en ai marre. Cet accent si élégant, moitié du Nord, moitié Parigot. Oui. Olga, on dit elle est de-là, et on dit pas de là, elle est de là, et Olga il dit ça. Et puis effectivement un jour, revenant à Rouen après longtemps. J'ai un de mes textes dans le livre qui s'appelle comme ça, sur le quai de la gare. Ça faisait des mois que j'étais pas revenu à Rouen, et j'entends une dame me hurler quasiment dans l'oreille à quelqu'un sur le quai plus loin. Regarde donc voir s'il y a pas personne. Voilà. Pour regarder s'il y a quelqu'un. Regarde donc voir s'il y a pas personne. Et là, retour au pays. Alors, ça, c'était le pays, mais il y a aussi Paris. Et il y a une autre date importante que vous évoquez dans ce livre. C'est le 16 décembre 1968. À tout de suite sur Sud Radio avec Annie Dupéret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Annie Dupéret pour ce nouveau livre Respire, c'est le diode et autres évocations libres aux éditions du Seuil. On expliquera tout à l'heure pourquoi ce titre, il y a une raison. Et on évoque ce livre à travers des dates clés. Et dans ce livre, vous évoquez un lieu qui a ouvert ses portes le 16 décembre 1968. Écoutez. J'étais venu à Paris pour trouver du boulot comme décorateur. Et Jean-Marie Rivière, l'Alcazar. Car l'Alcazar, ça a été le centre des fêtes parisiennes et vous avez été une habituée du lieu. Ah oui, c'était étonnant d'ailleurs, comme tout de suite... je sais pas, il y avait peut-être ce fantasme derrière de savoir que ma mère avait été élevée autour d'un cirque, que mes grands-parents maternels travaillaient dans un cirque à Elbeuf, dont je suis marraine d'ailleurs maintenant, qui a été reconstruit, qui est un lieu magnifique de nouveau cirque comme ça. Et peut-être j'avais ça, j'adorais le cabaret, le cirque. Alors je jouais Shakespeare et Giraudoux au Théâtre de la Ville, et j'ai un copain danseur, parce que je faisais toujours de la danse, qui m'avait dit un jour, tiens, je vais t'emmener là voir où je travaille. Viens donc me voir ce soir où je travaille. L'Alcazar de Jean-Marie Rivière. J'ai mis les pieds là-dedans. Et tous les soirs, après avoir joué Shakespeare ou Giraudoux, je filais rue Mazarine, dans ce temple de la fantaisie qu'était l'Alcazar de Jean-Marie Rivière, et je regardais la fin du spectacle. Et je faisais l'after avec les gars, avec les transformistes de l'époque, Sabrina, Babette, avec Pascal aussi. Il y avait un Pascal et il y avait Serge Davry, oui, un fantaisiste qui se cassait tout un service de Limoges sur la tête. Enfin, oui, c'était... En fait, il se cassait des assiettes et quelqu'un dans un restaurant un jour lui dit je vais faire comme vous. Il a fini à l'hôpital avec 12 points de suture. Ah oui. On ne sait pas comment Serge Davry arrivait à faire un truc pareil, parce que quand même c'était de la vraie vaisselle. C'était hallucinant. Et il faisait exploser en même temps dans une grande barrique. Oui. Et donc j'étais cet endroit-là, et puis après j'ai découvert la Grande Eugène, où j'ai vu les débuts de notre grand Jean-Claude Dreyfus, oui. Voilà. Là c'était du chose chic, on faisait le transformisme et sur Brecht, sur tout ça.
Et puis après Michou. Ouais, exactement. Et voilà, et c'est vrai que j'ai toujours été en grande complicité avec les gars qui se déguisent en filles. D'ailleurs, la preuve, là, je fais un cabaret, un café-concert avec mon partenaire qui, a un personnage féminin, Exactement. comme par hasard. Mais il se trouve en plus que l'Alcazar, Jean-Marie Rivière était venu à Paris pour faire quelque chose. Il pousse la porte d'une imprimerie qui était en faillite. Il a acheté le lieu, il a construit l'Alcazar. Et même Daniel Guichard a débuté là, Thierry Le Luron était là tous les soirs. Il y avait un premier étage où c'était la fête permanente. Voilà, c'est ça, c'est le bar. Moi, je grimpais directement au bar là-haut qui surplombait la scène, comme ça. Et puis après, quand c'était fini, on descendait pour faire l'after avec les gars. Voilà. Et la grande Eugène, c'était donc Jean-Claude Dreyfus. Et en même temps, il y avait Eugène Couvry, qui était teinturier au départ. Et Michou l'avait rencontré parce qu'il était teinturier, c'était au sein teinturier. Et ils avaient ensemble ranimé une discothèque qui est devenue Michou. Voilà. Absolument. Et ce genre de spectacle était novateur à l'époque. C'était une fête totale. Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que vous déguisez en femme, si j'ose dire. Vous le dites vous-même, c'est quelque chose de très particulier parce que vous fabriquez vos robes, votre maquillage, tout y passe. Oui. C'est vrai c'est un des textes de ce livre-là qui vient de la réflexion d'un camarade comédien, Jean-Paul Borde, à qui je disais un jour, je vais retourner chez Michou parce qu'il y a un nouveau gars qui fait un numéro, je voudrais voir ce que ça donne. Et il m'a dit, tu vas encore chez... Ah, c'est bizarre. Et il m'a sorti cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, c'est drôle, ton amitié, ta complicité avec ces gars qui se déguisent en filles, on dirait que c'est ton autre sexe. Mot qui m'a éclairé, mais presque toute ma jeunesse. Le fait que ma tante m'avait élevé absolument comme un garçon, avec la même liberté qu'un garçon. Je flirtais déjà comme une folle quand j'étais jeune, j'avais pas de réflexion. Elle m'a envoyé en Espagne pour parfaire l'espagnol que j'adorais, seule, à 14-15 ans, alors que j'étais grande comme maintenant, gaulée comme une plémette, comme je dis, et qu'elle m'a laissé partir seule 1 mois et demi en Espagne, dans un pays où toute étrangère était une proie. Mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, si c'est pas qu'elle me considérait comme une espèce d'être hybride, esprit garçon et physique fille. Et même moi, quand j'étais jeune, je comprenais rien aux filles. Je les regardais faire des coquetteries, des machins, je comprenais pas. Je comprenais pas. Non, en plus, vous faisiez vous-même vos vêtements, vous avez toujours fait ça. Et je crois d'ailleurs, la seule chose qui comptait dans votre vie à vos débuts, c'était votre machine à coudre. Ma machine à coudre. Voilà. Alors, c'est vrai que je faisais mes vêtements. Je me maquillais beaucoup parce que j'avais quitté les Beaux-Arts, quitte à pas faire 2 tableaux, je me payais moi. Oui. Et puis quand mon camarade m'a dit ça, j'ai dit mais tu as raison, je faisais comme eux. Mais je faisais comme eux, absolument. J'étais garçon dans ma tête, fille, et puis je me déguisais en fille finalement, et c'est très curieux. Alors, dans ce livre, vous évoquez aussi un metteur en scène récemment disparu qui a beaucoup compté pour vous, Annie Dupéré, c'est Bertrand Blier, avec une pièce Désolé pour la moquette que vous avez jouée, et là aussi c'était un défi. Ah oui, c'était. J'ai beaucoup aimé Bertrand. Je sais que c'était un homme sous ses dehors comme ça. Un peu d'humour ravageur et tout ça et tout, qui était un homme très sensible et très pessimiste quelque part, très dépressif. Il était extrêmement touchant, Bertrand. Il avait été élevé à la dure, il me l'a dit un jour, par Bernard, son père. C'est pas facile. Oui, pas facile du tout. Et c'est vrai qu'on a joué cette pièce Désolé pour la moquette, et on a appris petit à petit à se connaître, parce que je crois qu'il m'avait engagé sur mon physique pour jouer la bourgeoise. Mais comme Désolé pour la moquette, on pouvait se retrouver sur la moquette bourgeoise, tout à coup sur la moquette du trottoir. Le principe étant que le gouvernement, impuissant à loger tous les SDF qui logeaient dehors, avait décrété que pour faire une sorte d'égalité, qu'il y aurait de la moquette partout. Donc c'était le sujet de principe de base de la pièce. Et donc la bourgeoise, puisqu'on pouvait très facilement se retrouver dehors, comme c'est vrai d'ailleurs, je me retrouvais clocharde d'un seul coup. Et alors, par contre, il savait pas du tout que je pouvais être un peu fantaisiste, et je me rappelle qu'un jour, je montais mon cul en l'air comme ça pour un truc, pour regarder dans la glace quelque chose. Et je lui dis, tu sais, je peux le faire, je peux. Oh, si tu pouvais faire ça, je dis, je peux, Bertrand, je suis en train de te le faire.
Et donc on s'est découvert comme ça petit à petit, et j'ai vraiment beaucoup aimé cet homme. Et il y a un autre metteur en scène avec lequel vous avez travaillé dans un film qui est culte. Germinal. Ah oui. Avec Claude Berry, qui vous a engagé pour un rôle qui n'était pas a priori votre personnage. Ah mais c'était très bien. J'ai toujours adoré les compositions. Moi, je traque le contre-emploi, comme on dit, quand je peux faire quelque chose de très différent. C'est pour ça, d'ailleurs, sur un autre film, quand Yves Robert et Jean-Loup Dabadi sont venus dans ma loge au théâtre pour me proposer Un éléphant, ça trompe énormément, Yves Robert savait très bien, il m'a dit, on sait, Annie, que tu cherches à échapper à ton rôle de grande belle jeune femme, que tu souhaites des rôles très différents pour faire des choses. Excuse-nous, on va te proposer exactement l'inverse. On va te proposer le comble, l'archétype de l'image, comme ça. Et puis cet éléphant, là, en rentrant du théâtre, j'ai commencé à le lire, et c'est vrai qu'au quart du scénario à peu près, je me suis dit, je lis un petit classique. Exactement, c'était le cas. Et Germinal aussi, qui était un classique au départ. Et là, je crois qu'il y a un moment très difficile. C'est une scène que vous deviez tourner avec des écrevisses. Ah oui. Je vais pas le raconter là parce que je vais laisser découvrir aux gens dans le livre. Mais c'est vrai qu'il y a eu une réplique quand même mémorable de Claude Berry qu'il a hurlé de la pièce voisine. Il y avait la scène des bourgeois, du déjeuner des bourgeois. Et on a bouffé 650 écrevisses. Ça met un peu les nerfs à rude épreuve quand même de bouffer du matin au soir 650 écrevisses en 3 jours. Au deuxième jour, on en a déjà mangé 400. Et puis effectivement, il y avait les gros plans après où effectivement, j'ai écrit un texte là-dessus. Claude Berry tenait absolument. Le texte n'avait pas grande importance, c'était un peu des mondanités, tout ça. Il tenait absolument à nous voir manger vraiment. Parce que les bourgeois mangent alors que les ouvriers ne mangent pas. Voilà, et c'était une obsession chez lui. Le texte, ça va, mais je t'ai pas vu manger. Et c'était bon, ça a donné lieu effectivement à une phrase mémorable qu'il a hurlé de la pièce voisine. Qu'on retrouvera dans le livre. Alors, il se trouve aussi que ce lieu, ils avaient construit un décor extraordinaire pour Germinal, une ancienne mine. Il se visite encore. Mais justement, aujourd'hui, avec Berg où Danny Boone a tourné les ch'tis, ce sont les 2 lieux les plus visités par les amateurs. Oui, ça c'est formidable. D'avoir fait des décors de cinéma qui ont reconstruit ce qui avait été détruit, quoi, les mines, les terrils, tout ça et tout, et ça se visite. Et je sais que moi, il y a une chose qui était très touchante sur le film, c'est que tous les figurants, il y avait 400, 500 figurants certains jours. C'était inouï quand même. Et c'était tous les fils de mineurs ou les anciens mineurs. Donc il y avait quelque chose de très important quand on faisait le film pour la région, pour les gens de la région, souvent encore très pauvres, c'était la mémoire. Alors, il y a une mine d'anecdotes justement dans ce livre Respire, c'est de l'iode, qu'on va continuer à évoquer à travers une autre date qui ne vous concerne pas directement mais qui est importante, le 26 mai 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Annie Dupéré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Annie Dupéré pour ce livre Respire, c'est de l'iode et autres évocations libres aux éditions du Seuil. On en a déjà évoqué certains chapitres, mais il y a un lieu que vous évoquez et le 26 mai 1973 est sortie une chanson qui se rapporte à ce lieu. Que même si je n'atteins jamais la Creuse, je courrai toujours la Gueuse, ma guitare nouée à mes mains. Vous connaissez cette chanson La Creuse de Pierre Billon? Ah non, je connais pas. C'est une des premières chansons sur la Creuse. En fait, il débutait, il n'était pas encore l'impresario de Johnny et Sardou, il était le fils de Patachou, et il a écrit cette chanson, son premier album, en clin d'œil à Monique Lemarcy, directrice des programmes de RTL, qui vivait en Creuse. Alors je connais Pierre parce que j'ai fait Mask Singer. Exactement. Et c'est lui qui faisait les enregistrements et tout, c'était extrêmement sympathique. Et c'est la seule chanson consacrée à la Creuse. À la Creuse. Ah. La Creuse que vous avez un jour découvert. Oui, c'est ça, c'est Bernard. Quand on s'est rencontré avec Bernard, Bernard Giraudot. Bernard Giraudot, il avait une petite ferme déjà qui n'avait, qu'une pièce. Une cuisine avec une fenêtre, pas d'eau, c'était un tuyau dans le mur, l'eau, c'était on ne peut plus rudimentaire. Et donc,
On est parti là-bas, on n'avait pas de maison de famille. Et en fait, petit à petit, avec nos cachets, on a fait une maison, puis on a fait un jardin, puis on a fait déplacer un gros poteau qui était devant la porte. Et puis petit à petit, en des années, on a créé une maison de famille. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre lent, quelque part, pour la Creuse. Au début, ça me semblait un peu revêche, un peu... Et puis j'ai été ébloui par le paysage. Ébloui par le paysage parce que les gens connaissent très mal, généralement, la Creuse. Ah bon, c'est où la Creuse? Oui, personne ne sait. Et voilà. Et je dis toujours, c'est là où personne ne passe. Voilà. Parce que c'est sur la route de rien. Si vous allez vous la traverserez, à la limite, vous la frôlerez, mais vous ne la traverserez pas. Faut y aller pour ça. C'est du côté d'ailleurs, en quelque sorte. Voilà. Et la Creuse a quelque chose de très, très précieux. C'est-à-dire que c'est les premiers contreforts du Massif central. Donc une terre granitique, souvent pleine de roches de granit. Et donc pas cultivable, ce qui lui a évité le remembrement. C'est-à-dire que nul n'a jamais enlevé les petits chemins, les haies, les petits coins comme ça, des petites parcelles qui servent à l'élevage. Il n'y a pas de machines qui peuvent passer, c'est pas une terre à blé. Donc en fait, c'est le paysage de nos arrière-grands-parents. D'ailleurs, vos grands-parents étaient de la campagne, c'est presque un souvenir de famille. Oh oui, vous savez, il y a du côté des grands-parents, du moins dans ma famille très simple, tout le monde était plus ou moins originaire de la campagne au début du siècle quand même. Alors, il se trouve à Nidipéré que ce lieu, vous l'avez totalement construit à votre image. Je crois que vous avez arrêté de compter le nombre d'arbres à partir de 175. Oui. Une folie m'a prise, effectivement. Bernard était parti vers d'autres horizons. Voilà, comme ça arrive à beaucoup de couples. Il était parti vers des rivages un peu plus chics, vers l'île de Ré. Et puis, nous étions quittés en bons termes, d'ailleurs. Et quand la Creuse est devenue mienne, vraiment, j'ai récupéré un peu de terrain, comme ça. Et là, une folie m'a pris, j'ai couru les arboretums, tout ça, et je me suis mis à faire une sorte d'arboretum, à planter, sans penser une seconde que tout ça, après, il allait falloir l'entretenir. Oui. Voilà. C'est vrai que je suis partie là sur une phrase qui m'avait marqué, mais ça, elle me concernait pas encore, mais peut-être je l'ai retenue parce que je sentais qu'elle me concernerait un jour. Vous savez, les choses comme ça. C'était Edwige Feuillère. Edwige Feuillère, je la vois un jour, j'avais tourné avec elle il y a fort longtemps, très âgée, qui avait demandé à être filmée devant un feu de bois chez des amis. Et la journaliste s'étonnait en disant « Mais vous avez demandé à chez des amis, vous n'avez pas de maison de campagne ?» Et Edwige avait répondu, je me rappelle très bien, « Oh, j'ai eu tout ça, vous savez, oh là là, j'ai eu des montagnes, j'ai eu des maisons à la montagne, à la campagne, à la mer. Et puis, voyez-vous, un jour, on croit posséder les choses et on s'aperçoit que ce sont les choses qui vous possèdent. » Cette phrase m'avait marqué. Un jour, on s'aperçoit que ce sont les choses qui vous possèdent. Et ben voilà, je suis dedans. La Creuse me possède. Et c'était aussi le cas de Jacques Dufilot, qui a passé sa vie à jouer pour payer la reconstruction d'un château qu'il avait acquis. Absolument, voilà, c'est ça. Et quand on a fait une sorte d'arboretum comme ça, on ne peut pas le laisser comme ça, on est obligé de l'entretenir, donc on est... Voilà, je crois que je termine ce texte en disant « Méfiez-vous de vos passions, vous pourriez en devenir un jour l'otage. Oui. » Et dans ce livre, on remarque, Annie Dupéret, que vous êtes une véritable ambassadrice de la Creuse, car vous racontez son histoire. Oui, ça, j'ai mon éditrice, ma charmante nouvelle éditrice au Seuil, m'avait dit « Mais est-ce que c'est pas un peu hors sujet ?» Je dis « Non, c'est un livre pour ça, justement, pour raconter des histoires que les gens connaissent peu, finalement. » Et l'histoire des maçons de la Creuse, elle est très peu connue. Comment ces gens, tous qui avaient du talent dans ce pays très pauvre, qui a toujours été très pauvre, tous qui avaient du talent dans les mains étaient maçons et tailleurs de pierre. Et donc, depuis le XIIIe siècle, ils montaient tous les ans à Paris pour les 6 mois de la belle saison pour construire l'opéra. Vous pouvez les voir sur Internet. Oui. Il y a les maçons de la Creuse construisant l'opéra, construisant le Louvre. Après, à la fin du 19e, ça a été tous les boulevards Haussmann, construit par les maçons de la Creuse. Et c'est une histoire qui est très très peu connue. Les premières revendications sociales, les premières grèves ouvrières, le premier député maçon, Martin Nadeau. Exactement, on ne les connaît pas. Pas plus qu'on connaît cette chanson d'ailleurs. On chante les chansons
de toutes les manières, des filles et des garçons, des bergers, des bergères. Les maçons de la Creuse, là, par Jean Séville. Hein. C'est extraordinaire. C'est une chanson locale. Et ils partaient à Paris, ils faisaient 400 km à pied. Et puis alors, il est arrivé à la Creuse une chose, quand il y a eu l'arrivée du chemin de fer. Oui. Hein, et pourquoi les maçons seraient partis à pied en laissant toute la famille? Ben, ils ont embarqué tout le monde, 2/3 de dépopulation de la Creuse en 12-15 ans. Vous vous rendez compte? C'est fou, 2/3. Et puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Ben oui, c'est ça, oui, mais... La Seconde Guerre mondiale, il y a eu, c'est un lieu où on a caché beaucoup de gens. Ça a été un lieu de résistance. Il y a eu beaucoup d'enfants cachés en Creuse. Il y a eu beaucoup de réfugiés. Je connais moi-même un réfugié, un médecin réfugié polonais qui je lui dis, il faut absolument retourner. Il a été là-bas quand il commençait à y avoir des pogroms en Pologne, juste avant la guerre. Des parents sont venus en Creuse. Il n'y est jamais retourné. Je dis, mais il faut aller voir. D'ailleurs, vous avez rencontré un personnage à qui vous aviez dédié un livre prénommé Robert, qui lui est un vrai personnage de la Creuse, que vous évoquez longuement dans ce livre. Oui, Robert. Ah oui. Oui, ça, j'ai un texte. Si je fais quelques lectures, d'ailleurs, je vais me hasarder à le lire, sur cet homme extrêmement émouvant, Robert, et à qui j'ai dédié un livre, effectivement, sur les poules, l'œuf, le poil et la plume. Oui. Et qui m'a confié un jour son histoire, et c'est tellement émouvant. Je vais essayer de lire ce texte. Malheureusement, je termine toujours en pleurant. Mais bon, ce sera comme ça. J'avais retiré les gens que j'ai du mal à finir, à évoquer ce personnage sans être ému moi-même à la fin. Alors, il y a votre vie dans la Creuse, Annie Dupéret, mais aussi votre vie à Paris dans un quartier. Et vous évoquez une femme célèbre, c'est Agnès Varda, que vous avez eu le privilège de connaître. Ah oui. Agnès, je l'ai connue... Je sais plus comment d'ailleurs, peut-être par Jacques Demy, avec qui nous avions fait une publicité ensemble. J'ai pas eu le bonheur de faire un film avec Jacques Demy, mais nous avions fait une ou deux publicités à l'époque. Et puis donc, on se retrouvait chez Agnès. Il habitait en face, dans son petit coin de la rue Daguerre. Et donc je connaissais Agnès, j'allais la voir de temps en temps, je sais plus pour quelle raison. Et puis un jour, effectivement, on s'est retrouvés bien des années après à prendre un pot ensemble rue Daguerre. Et là, nous avons eu une conversation mémorable pour moi. C'est-à-dire qu'elle a parlé des hommes et... Elle a parlé des hommes et de la solitude. Et c'est une chose qui m'a effectivement beaucoup marqué. Il se trouve aussi que Agnès Varda montait ses films de façon rudimentaire chez elle, c'était extraordinaire. Chez elle, oui. C'était un ensemble de petites maisons qui devaient être des ateliers au début du siècle. Derrière une porte cochère, on devine que c'était sans doute un relais de chevaux, un truc comme ça, et qu'elle avait transformé. Et effectivement, je me souviens je raconte que un jour que j'étais venu la visiter, pour je sais quelle raison, j'avais été très surprise parce qu'elle avait recueilli une fille sans abri, qu'elle avait logée dans un petit studio qu'elle observait de chez elle, comme ça, un petit studio de l'autre côté de la cour, où il y avait de quoi se faire la bouffe et tout. Et elle m'avait semblé étrangement fascinée par cette jeune femme. Et elle m'avait dit ce truc-là, elle m'a dit, tu te rends compte, elle est complètement sauvage. Elle dort parfois toute la journée, elle bouffe à 4h du matin. L'autre jour, elle a fait frire des trucs. C'est l'odeur épouvantable qui m'a réveillée à 4h du mat, tu te rends compte? Et je m'étais dit, c'est bizarre comme elle observe cette jeune femme, comme ça, sauvage. Et peu de temps après, elle a sorti Sans toi ni loi. Avec Sandrine Bonnet. Voilà. Donc je me suis dit que, alors, soit cette jeune femme lui avait donné l'idée du film, soit elle l'avait recueilli pour faire l'observation d'un personnage. Mais elle était incroyable. À 80 ans, elle tourne son autoportrait, Agnès Varda, et elle dit, j'ai battu mon record de temps de montage. Elle tournait, elle montait en même temps, elle faisait le commentaire. Alors ça, c'est aussi dans votre livre, vous évoquez longuement ce quartier où vous habitez, un quartier d'artistes, un quartier à l'ancienne, comme on en trouve peu aujourd'hui à Paris, Annie Dupéret. Oui, c'est vrai que il y a une petite enclave là, il y a une petite enclave où je dis, si on veut savoir ce que c'était qu'une vraie petite ville de province vivante, il faut aller entre Alésia et le cimetière Montparnasse, la rue Daguerre. Là, il y a encore, effectivement, il y a un rempailleur de chaises, il y a un ébéniste, il y a 3 tapissiers, il y a deux merceries, il y a des trucs qu'on ne trouve plus nulle part.
Et effectivement, je dis effectivement que c'est une petite province du temps où on appelait la province et non pas cet affreux mot bureaucratique, les territoires. Je hais ce mot. Et puis il y a aussi ceux qui tentent de s'installer dans le luxe en faisant des boutiques archi-modernes et ils tiennent pas longtemps. Oui. C'est une belle leçon parce qu'aujourd'hui on voit dans Paris des tas de boutiques un peu modernes arriver. Là-bas dans ce quartier, dans ce village gaulois. Il se défend pas mal. Il se défend encore pas mal. Oui. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais il se défend encore pas mal. Et c'est vrai qu'un jour avec la poissonnière qui était là, on se connaissait, on voit s'installer une petite boutique de bijoux ultra chers, ultra sophistiqués, qu'elle est pas du tout au quartier. Et je lui ai dit, à ma gentille poissonnière, j'ai dit, combien de temps tu crois ils vont faire? 5-6 mois au plus. Et voilà. 4 mois. Exactement. 4 mois sans un client. Et puis j'ai appris dans votre livre, aussi Annie Dupéret, que vous avez habité un atelier où Saint-Exupéry a sans doute résidé. Oui. Et c'est invérifiable. Oui. Mais ça fait partie de la petite légende de cet endroit que j'ai adopté pour être mon premier endroit à moi. Et puis comme j'avais failli être peintre, je ne voulais vivre que dans un atelier de peintre. Et quand on m'a dit effectivement, vous savez, Saint-Exupéry a résidé pas mal de temps dans cet atelier. J'ai dit ah bon? Et puis après j'ai appris que Frank Cappa, Robert Capa, il avait l'atelier au-dessous. Oui. Donc je me suis dit c'est logique quelque part parce que ces deux-là, reporters de guerre, ont dû se connaître, être amis probablement, et c'est possible. Et l'idée que Saint-Ex avait vécu dans cet atelier où j'étais, c'est vrai que ça. Tout ça, c'est dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date de sa sortie, le 4 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Annie Dupéret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Annie Dupéret. Depuis le début de notre émission, on évoque ce livre « Respire, c'est de l'iode » et autres évocations libres aux éditions du Seuil qui est sorti le 4 avril 2024. Alors ce livre, d'abord, le titre n'a pas été choisi au hasard. Non, quand j'écris très franchement d'ailleurs dans la préface de ce livre que effectivement on a dû m'opérer du dos parce que j'avais des sciatiques qui étaient en train d'être sciés par 2 vertèbres qui bougeaient. Il a fallu me clouer 2 vertèbres. Ce qui fait qu'on reste quand même 15 jours sur le dos dans un hôpital où on s'enquiquine vraiment beaucoup quand même sur le dos pendant 15 jours comme ça. Et puis une longue convalescence. Et tout à coup, en rêvassant comme ça, j'ai repensé à ces petites phrases, moi qui ai une mémoire auditive comme ça. Ces petites phrases qui ont jalonné ma vie et que j'ai retenues et qui effectivement qui sont autour d'un personnage ou d'une chose importante pour moi ou tout ça. Et je me suis dit en fait la première phrase dont je me souviens, c'est après la mort accidentelle de mes parents, donc j'ai été recueillie par ma tante et ma grand-mère, mais bon, j'étais une enfant pas bien en forme, un peu mélancolique, palote. Donc il fallait qu'on aille. L'air de la mer était censé me faire du bien, voilà. Donc à peu près tous les dimanches, on faisait les frais. On n'avait pas beaucoup de sous, d'un aller-retour à Dieppe. Seulement voilà, ma grand-mère n'arrivait pas à marcher sur les galets de Dieppe qui sont très en pente, tout ça. On n'allait pas se baigner parce que l'eau était glacée. Il aurait pu manquer que la gamine attrape froid. Et alors on allait sur le port. Le port qui puait le gasoil, le poisson pourri avec les filets comme ça, avec les poissons qui étaient jetés dans l'eau, qui pourrissaient à la surface, la gargote voisine avec la friture et tout. Mais ma grand-mère n'en démordait pas, plus ça sentait fort, plus c'était censé être bon pour ma santé. Et tous les dimanches, elle me disait « Respire, c'est de l'iode ». Voilà. Et donc c'est la première phrase qui m'a marqué, parce qu'à chaque fois c'était « Respire, c'est de l'iode voilà. ». Et je me suis dit, bah voilà, puisque c'est la première, je vais prendre le titre du livre. un livre d'ailleurs que vous avez voulu écrire parce que c'est à la fois des souvenirs, mais pas seulement. Non, c'est pas seulement des souvenirs, ça permet d'évoquer des personnages qui m'ont beaucoup ému, par exemple comme les acteurs que j'ai connus, Marielle, Rochefort. Marcel Dalliot, qu'on a totalement oublié. Complètement. Qui a été une star, qui a tourné avec Bogart et Ingrid Bergman. Oui. Il y a Pépé le Moco, il y a surtout le film de Renoir, là, comment... La règle du jeu. La règle du jeu.
Il est magnifique. Bien sûr. Ma fille a regardé ce film un jour en me disant « Mais mon Dieu, mais qui est cet acteur ?» Eh ben, écoute, je lui ai dit « Je l'ai connu, je l'ai bien connu. » On allait dîner ensemble et tout. Et c'est vrai qu'un jour, Marcel, qui apprenait que je faisais du cirque, que je faisais des numéros de trapèze et tout ça et tout, m'avait dit cette phrase formidable « Toi, t'es vraiment de la roulotte. » Exactement. C'est beau. Mais vous avez eu le privilège de connaître tous ces acteurs. Après une vie qui n'était pas simple, vous parliez de l'iode, mais il y a une autre odeur qui vous a importuné. Et cette odeur, on peut l'évoquer à travers un générique. Popeye qui mange des épinards pour être fort. Oui. Et vous détestiez les épinards. Ah oui, c'est ça. Ça aussi, ça date un petit peu. C'est dans le chapitre Respire, c'est de l'iode, le premier. Effectivement, ce qui venait de la mer était censé me requinquer, me donner des couleurs aux joues et tout ça. Donc le poisson. Mais ma grand-mère faisait bouillir tout. Et bouillir le maquereau jusqu'à presque décomposition. Pour avaler ça, il fallait recracher les arêtes parce qu'en plus il y avait la tête, les yeux, tout. Enfin voilà. Et puis elle mettait à côté des épinards parce que pour le faire, voilà. Et l'association maquereau bouilli épinards était tellement infecte qu'un jour j'ai rendu le tout. On a arrêté de me donner ça et depuis, je vous jure, je ne peux pas manger des épinards sans avoir le souvenir de l'odeur de poiscaille, comme disait ma grand-mère, qui était associée aux épinards. Alors, ce livre, c'est un livre de plus parce que finalement, quand vous n'êtes pas comédienne, vous écrivez. C'est arrivé au départ un petit peu par hasard. Il y a eu Le Voile Noir qui a eu un énorme succès. Mais vous avez presque un besoin, une envie d'écrire, Annie Dupéré. Ah, mais je crois que l'écriture est là en premier, hein. Jacques, c'était elle en premier. Je vous ai raconté tout à l'heure. C'est à cause de l'écriture que je suis rentré au Conservatoire d'art dramatique. On n'y aurait jamais pensé. Et j'ai continué à écrire pendant des années. Ma tante n'avait pas le téléphone et je savais qu'elle adorait comme j'écrivais. Donc je lui envoyais 10 pages par semaine. Et puis un jour, j'avais 23 ans, je crois. Elle a eu le téléphone. Oh zut, on s'est dit en 5 minutes que je mettais 10 pages à lui écrire. Et c'est là que je me suis dit, oh bah tiens, si j'écrivais une histoire, j'ai perdu ma lectrice. Oui. Et puis j'ai commencé à écrire une histoire. Et par miracle, j'ai rencontré un homme merveilleux qui est devenu mon premier éditeur, qui a créé Le Masque et la Plume, oui. Voilà. Et que j'ai rencontré par hasard. Je lui ai dit, j'écris quelque chose. François-Régis Bastide. Oui. Et ah bon, vous écrivez, vous Oui. Mais je sais pas si je vais finir et je sais pas ce que c'est. Combien de pages vous avez? Ben, j'ai 100 pages à peu près. Alors vous allez finir parce qu'à 100 on termine toujours. Oh là. Oh, je me suis dit, cet homme doit avoir raison. Oh là là, c'est formidable. Et puisque vous savez pas ce que c'est, il se trouve que je suis éditeur. Ah bon? Je savais pas. Je le connaissais comme journaliste et comme écrivain, c'est tout. Vous allez me l'envoyer, puis je vous dirai ce que c'est. Et 6 mois après, j'ai fini le livre, donc je lui ai envoyé, et il m'a dit, bah, je vais vous dire ce que c'est. C'est un roman, puis je vous le prends. Donc on peut pas rêver mieux quand même pour entrer chez un éditeur. Et ça fait 53 ans, je crois à peu près, que je suis fidèle au seuil. Et en même temps, vous êtes dans les écoles aujourd'hui avec Le Voile Noir, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Ah non, j'aurais jamais imaginé que sorti de l'école à 14 ans et demi quand même, en 4e, je sois un jour au programme scolaire. Ça, je suis quand même très très ému et très fier quelque part d'être quelquefois assez souvent étudié par des gosses en 3e et 1re. Et c'est vrai que c'est très touchant, en fait. Et puis, vous évoquez un personnage dont vous n'avez pas beaucoup parlé, qui est votre grand-père, qui était projectionniste. Oui. Ben, Serge, je l'ai très peu connu, quoi. C'était avant la mort de mes parents que j'ai connu mon grand-père projectionniste. Mais comme j'ai eu une amnésie qui a suivi la mort des parents, donc en fait, je me rappelle très peu. Mais cet homme réparait en plus les radios. C'est un point commun avec le fils de Marcel Pagnol, Frédéric, qui a passé sa vie à réparer des postes usagés. Voilà, et il commençait à réparer les télévisions, les premières télévisions. Ouais. Et puis, vous évoquez aussi votre jeunesse où il n'y avait pas d'homme à la maison, Annie Dupéré. Ah oui, ça c'est très étonnant, effectivement. Je parlais tout à l'heure du fait d'avoir été élevé un peu comme un être hybride,
esprit garçon dans un corps femme comme ça. Et effectivement, quand mon camarade Jean-Paul m'a dit ce truc-là, garçon déguisé en fille, on dirait que c'est ton autre sexe. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'au fait, j'avais pas d'exemple de couple à la maison du tout, il n'y avait pas d'homme. Ben, avant la mort de mes parents, je me rappelle pas. De toute manière, mon grand-père était dans son atelier, mon père était dans son labo photo, et puis en fait, les femmes menaient la baraque. Exactement. C'était vraiment les héritières de la guerre de 14, quoi, qui ont mené le pays comme ça, et ça continuait. Et ma grand-mère paternelle, quand j'ai été recueillie par elle après, et ma tante, ma grand-mère paternelle veuve 3 fois, ma tante veuve à 30 ans et tout, il y avait aucun homme. C'est elle qui dirigeait leur vie, qui menait les baraques, et donc j'ai été élevée dans cet esprit-là. Je n'avais aucun exemple de couple devant les yeux. Et au départ, vous ne vouliez pas avoir d'enfant, Annie Dupéré? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une chose très. Je crois que c'était une suite de mon déni du deuil jusqu'à à peu près 30 ans. Effectivement, je voulais pas subir de nouveau le danger de perte. Je voulais pas m'angoisser pour quelqu'un. Il y avait peut-être une secrète vengeance contre mes parents de m'avoir laissé seule dans le monde, comme ça, de dire, puisque c'est comme ça, vous n'aurez pas de descendants non plus. Il y avait quelque chose comme ça. Et puis effectivement, je vais pas la citer là, mais Bernard Giraudot, qui n'était Dieu sait pas vraiment psychologue, ouais. A eu une phrase extraordinaire. Une phrase extraordinaire qui a dénoué cette négation que j'avais de devenir mère. Alors vous avez 2 magnifiques enfants, Sarah et Gaël. Et d'ailleurs, il y a une chose étonnante, vous êtes allé un jour, et vous racontez dans ce livre, au musée d'Orsay. Et le musée d'Orsay, avant c'était la gare d'Orsay, où vous avez joué. Bien sûr, bien sûr. Avec Jean-Louis Barrault, votre second père. Bien sûr, bien sûr. J'ai inauguré... j'ai joué j'ai fait les 3 derniers lieux de Jean-Louis Barrault, qui a été vraiment un père de théâtre comme ça. Et d'ailleurs, il m'appelait sa fille de théâtre. Et j'ai fait l'Élysée-Montmartre, un spectacle à l'Élysée-Montmartre. Après, nous avons inauguré son grand chapiteau en bois dans la gare d'Orsay, où le chef de gare, vous savez, quand on jouait, détournait les trains pour qu'ils passent pas sous le chapiteau. C'est magnifique, ça. Et puis un jour, effectivement, le musée d'Orsay a été décidé et on a reconstruit. D'ailleurs, les gens qui connaissent bien le Rond-Point, maintenant le théâtre du Rond-Point, c'est le même chapiteau. Le même chapiteau en bois des Compagnons de France a été reconstruit dans ce lieu qui était une patinoire, en fait, au Rond-Point. Il se trouve que Jean-Louis Barrault, moi je l'ai rencontré à la fin de sa vie, plus personne ne venait le voir, Annie Dupéré. Mais c'est parce que Jean-Louis a, si j'ose dire, moi qui l'ai adoré, et j'ai joué 5 pièces, je crois, avec lui, j'adorais cet homme. Il a fini un peu dans l'alcool, il a perdu Madeleine et il a eu une triste fin. Et c'est vrai, c'est vrai. Et vous continuez, et vous avez dit dans ce livre, quand on a été très bien servi, ce n'est pas la peine de s'accrocher à la nappe. C'est une très belle phrase. Oui, ça c'est une vieille amie. Une vieille amie à qui on disait mais vous qui avez eu tellement d'amoureux, elle avait à l'époque 85 ans, quelque chose comme ça. Vous avez eu beaucoup d'amoureux, vous avez toujours eu des hommes dans votre vie et maintenant vous n'en avez plus. Ça ne vous manque pas? Et elle a eu un geste très élégant en disant oh, j'ai été bien servie. Voilà. Comment on refuse un plat? Et c'est vrai que quelqu'un qui me demandait un jour si j'avais pas d'amoureux dans ma vie, j'ai dit oh, j'ai été bien servie. Oui, et j'ai ajouté, quand on a été très bien servi, c'est pas la peine de s'accrocher à la nappe. Mais vous servez le public et vous continuez parce que vous affichez une éternelle jeunesse en montant sur scène. Là, vous allez jouer à Ramatuelle, je crois, le 6 août, Poupoule, oui, un café-concert. Vous allez jouer en tournée le Duplex. Oui. Vous n'arrêtez pas. Quel est votre secret? Mais il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter. Moi, on me dit quelquefois, mais pourquoi, tu sais, t'en as beaucoup fait, là, t'as pas envie d'arrêter un peu, de regarder tes arbres, tout ça? Je dis, mais moi, je m'arrête, je meurs. Je vais laisser tout tomber, je vais me laisser aller. C'est un corset extraordinaire, ce métier. Il faut, parce que quand même, pour monter sur scène, je crois que pour le Duplex, on va avoir des 2000 spectateurs. Faut y aller, hein. Donc, faut se maintenir en forme.
faut se maintenir en forme physiquement, moralement pour apprendre des textes, tout ça, ça m'est complètement indispensable. Et en même temps, les projets arrivent, le théâtre, les livres, vous avez toujours quelque chose en cours? Oui, les livres, c'est épisodique. Hein. Les livres, c'est quand j'ai l'évidence d'un livre. C'est très, très étonnant. D'ailleurs, quand je continuais à écrire ce livre-ci, cet été dans le petit chalet que je me suis fait pour laisser la maison aux enfants l'été en Creuse, j'ai redécouvert sous des tas de cahiers un papier quasiment jauni où j'avais marqué « Respire, c'est de l'iode, bon titre, mais j'ai pas le livre ». Et ben voilà, quelques années après, je l'ai trouvé. Voilà. Et vous allez continuer à écrire et à jouer. Ben j'espère, oui. Parce que le duplex, donc vous êtes venu dans le duplex un peu presque par hasard, c'est autre chose que tout ce que vous avez fait. Ah oui, c'est la première fois que je joue ce qu'on appelle un vrai boulevard. Ouais. Voilà. J'ai fait des comédies. Et ça, c'est très différent, c'est très technique, quoi. Mais j'avais deux bons professeurs, hein, entre Francis Perrin et Pascal Légitimus, quand même. J'en avais sur le côté, attention, parlons pas sur les rires, attendons, n'enchaînons pas tout de suite, tiens, un geste en trop, attention, ça va. Ça, c'est très, très étonnant à faire, c'est très intéressant. Et Poupoule? Alors, Viens Poupoule, ça c'est le projet qui me tient à cœur vraiment beaucoup. Je suis très heureuse de le faire à Ramatuelle, là. C'est un spectacle que j'ai conçu avec un camarade du music hall, encore un gars déguisé en fille, oui. Et Charlène Duval. Et nous l'avons conçu, figure-toi, pour les journées Marcel Proust. Et oui, parce qu'ils avaient découvert, moi j'avais fait des lectures de Proust là-bas, et puis un jour ils m'ont dit, tu sais, on a trouvé un merveilleux texte de Proust sur le café-concert qui s'appelle « Éloge de la mauvaise musique ». Pourquoi tu nous ferais pas une demi-heure de café-concert en clôture? Et j'ai dit, mais je peux pas faire ça toute seule, moi. Et j'ai attrapé ce camarade du music hall par la main, on l'a fait une fois là-bas, et puis on l'a repris, on l'a même fait à la Maison de la Culture d'Orléans en spectacle surprise. Tout à coup, on est passé de 5 mètres de plateau à 14 mètres 50, et puis on l'a fait encore au théâtre de Passy, et j'ai dit à mon camarade, j'ai dit, écoute, je vais écrire des textes et des enchaînements sur qu'est-ce que c'était que le café-concert. Et on est arrivé à un spectacle de 17-18 chansons sur 2 cafés-concerts, et qu'est-ce que c'était que le café-concert? Avec des anecdotes, l'arrivée du tango, comment est-ce que les personnages, quels étaient les personnages, le comique troupier, tout ça. Et donc on raconte tout ça dans un spectacle, voilà, que j'espère bien qu'on reprendra à Paris après Ramatuelle. Je n'en doute pas un seul instant. Donc ça c'est Ramatuelle, et il y a ce livre Respire, c'est de l'iode aux éditions du Seuil que vous avez écrit, et continuez à nous faire respirer le bonheur ainsi, Annie Perret. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.